Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez Olivier Faure, Messi le numéro 1 du Parti socialiste, le PS, ce grand parti qui a donné les présidents François Mitterrand, François Hollande. Le PS qui est aujourd'hui crédité de 6% d'intention de vote aux élections européennes. Les socialistes quasiment muets ces derniers mois, pourront-ils se remettre des divisions et des défections ? C'est vrai qu'il semble avoir totalement disparu des écrans radars, avec seulement une trentaine de députés à l'Assemblée. Et il en reste une en Isère, c'est Marie-Noëlle Battistel. Merci d'être avec nous, députée de la 4e circonscription, la seule en Isère à ne pas battre pavillon En Marche. Il est où, Marie-Noëlle Battistel, le Parti socialiste? La convalescence est un peu longue, non ? Oui, il a échappé à personne que notre parti est en reconstruction. Mais je crois qu'on peut quand même, vous évoquiez tout à l'heure Olivier Faure, on peut quand même saluer son travail d'essayer de reconstruire cette gauche avec les autres partis politiques de gauche. Alors aujourd'hui, ça porte pas forcément ses fruits, mais des marqueurs sont posés. Et je crois qu'il est quand même à l'initiative d'un certain nombre d'engagements de la gauche et qu'il faut saluer. Alors on est inaudible peut-être parce qu'on est assez peu repris effectivement par les médias. On est 30 à l'Assemblée nationale. C'est un petit nombre, mais néanmoins on travaille énormément et on travaille sur des propositions. Alors, on s'oppose à un certain nombre de textes de loi, mais en parallèle, on a toujours un texte de propositions. Par exemple, pour le budget et la loi de finances 2019, nous avions construit un budget alternatif avec, pour pas qu'on nous dise qu'on dépensait outre mesure, nous avions pris comme critère le même taux de croissance retenu par le président de la République et le même taux de désendettement retenu également par le président de la République. Et nous avions construit ce budget alternatif, qui est un énorme travail, qui a été assez peu repris, et c'est vraiment très dommage, parce que quand je le présente aux citoyens, ils trouvent fort intéressant d'être force de proposition. Donc voilà, nous allons persévérer, nous travaillons beaucoup et ça portera ses fruits, je pense. Ça veut dire que le premier travail d'Olivier Faure, le premier secrétaire, c'est d'abord de rassembler les troupes avant d'aller reconquérir les électeurs, c'est ça aujourd'hui ? Oui, je crois que les électeurs ont un vrai besoin de rassemblement, cet émiettement des partis politiques qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, d'accord sur 80% des choses et s'étripent sur les 20 autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se mobilise et qu'on se réunisse sur ce socle-là et puis accepter qu'à l'intérieur de leur parti, on ait des différences et je crois que c'est assez sain d'ailleurs d'avoir des différences. Vous avez vu cette semaine Benoît Hamon, donc l'ancien socialiste à la tête de son mouvement Génération, qui a proposé une votation citoyenne pour voir si les citoyens étaient d'accord pour un grand rassemblement à gauche. Il appelle notamment, il tend la main à la France Insoumise, au Parti Socialiste, au Parti Communiste, à Europe Écologie Les Verts. Tous ces gens-là peuvent se retrouver pour une seule liste aux européennes, c'est son objectif. Olivier Faure a tendu la main il y a quelques semaines aux écologistes, aux communistes. Ségolène Royal a aussi d'ailleurs œuvré dans ce sens de rassemblement. Ça a échoué, les écologistes ont souhaité rester indépendants. Peut-être que la tentative de Benoît Hamon sera plus fructueuse, on verra. La question à chaque fois qu'on pose le problème du rassemblement, c'est derrière qui ? Il y a aussi des questions d'ego, de poids politique. On se rassemble, oui, mais derrière qui ? Derrière Benoît Hamon, derrière Olivier Faure, derrière les écologistes, derrière les troupes de Jean-Luc Mélenchon ? Alors pour le coup, on ne peut pas nous taxer d'avoir mis notre ego en avant cette fois-ci, puisque Olivier Faure et également Ségolène Royal, qui avait été proposé pour le rassemblement, ont chacun dit qu'on acceptait tout à fait de ne pas être devant. Donc pour le coup, on a fait un pas important. Donc voilà, attendons. Et l'appel à ce rassemblement, il va jusqu'à la France Insoumise. On pourrait retrouver dans une coalition les socialistes aux côtés de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que ce sera très difficile. Ça semble compliqué. Voilà. Pour l'instant, nous avons les écologistes, les communistes, les socialistes dans leurs différentes sensibilités. Et je pense que si on rassemble déjà cela, ce sera une vraie chance de réussite et de reconnaissance de la gauche aujourd'hui. C'est la gauche plurielle de Lionel Jospin, finalement. Un peu. Dans les sondages d'opinion, les socialistes, pour les prochaines européennes, arrivent à seulement 6% d'intention de vote. Ça vous inspire quoi ?
Par contre, ils arrivent à bien plus haut rassemblés, puisque les derniers sondages montrent que finalement, on serait devant la France insoumise, pratiquement à égalité avec les Républicains, et pas très loin de la République en marche. Donc, le PS, tout l'intérêt d'être rassemblés. Le PS, Génération donc de Benoît Hamon et Europe Écologie Les Verts, ça ferait 18%, effectivement. Oui. Donc c'est à cela qu'il faut travailler. Et je crois que c'est encore possible. Les citoyens attendent ça. C'est encore possible. Tant qu'on n'est pas à la date butoir, rien n'est perdu. En tout cas, nous y travaillons. Et moi, je pense que la raison devrait l'emporter. Et voilà. Il faut tirer les leçons du passé. On ne les tire jamais suffisamment, quels que soient les camps politiques d'ailleurs. Cette santé difficile du Parti socialiste, elle est évidemment due aux fractures qui sont apparues durant le quinquennat Hollande. Il a définitivement fracturé les différentes familles du PS ? Non, je crois qu'au sein de notre groupe de parlementaires à l'Assemblée, on a des parlementaires de sensibilités différentes et qui étaient dans des groupes différents sous le précédent mandat et qui aujourd'hui, nous travaillons ensemble dans une très bonne harmonie d'ailleurs, comme on n'a jamais eu. C'est le fait aussi d'un petit groupe, mais avec la volonté de tous de porter une parole rassemblée. Et voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, c'est du passé. C'est pour ceux qui restent. Quand on voit Benoît Hamon qui crée son mouvement, Marie-Noëlle Lienemann qui s'en va, quand même des figures historiques du Parti socialiste. Oui, mais je ne comprends pas comment la raison ne leur fait pas dire que regroupés, on sera effectivement plus fort. Aujourd'hui, quand vous voyez François Hollande, Ségolène Royal, vous l'avez cité, qui tente de revenir, qui envoie ce qu'on appelle des cartes postales médiatiques très régulièrement, vous vous dites quoi ? Vous dites qu'ils sont utiles au débat ou ils savonnent un peu la planche des survivants ? Je crois que Ségolène Royal est utile au débat parce qu'elle a toujours eu cette image qui était réelle de rassemblement. Et je pense que c'est une des seules qui est capable d'aider à ce rassemblement avec nous. Elle n'avait pas la volonté de revenir sur le devant de la scène, puisque pour avoir discuté avec elle, avec quelques parlementaires seulement, on a pu échanger sur ce sujet, mais elle était prête à aider. C'est pour ça qu'elle avait aussi fait ce choix. S'il faut être derrière, on sera derrière. Et François Hollande ? Et François Hollande, bon, je ne l'ai pas vu récemment, donc j'ai un petit peu moins d'éléments. Ces interventions régulières au gré de la promotion de son livre, ça vous inspire quoi ? Je crois qu'il est dans une période beaucoup plus sereine, parce que quand on a été président de la République, c'est vrai que c'est une vie qui est quand même particulièrement compliquée et éprouvante, et qu'aujourd'hui, il profite un peu à la fois de son livre qui est plutôt bien perçu, et quand il fait qui se vend très bien. Et quand il fait son tour de France, il est plutôt bien accueilli. Donc je pense qu'il est dans cette phase... Bon, il pourrait revenir en politique ? Ça lui appartient, mais je ne pense pas, mais ça lui appartient. On va parler aussi un peu du Parti socialiste dans notre agglomération grenobloise. Vous êtes député de l'Isère, tout ça ne vous échappe pas, à Grenoble, dans la métropole. Cette semaine, vous avez vu, Jérôme Safar a annoncé qu'il démissionnait de son poste de conseiller municipal socialiste à Grenoble. Georges Burba, qui avait été élu sur sa liste à Grenoble, rejoint Éric Piolle. Ça vous inspire quoi ? Je pense qu'il doit avoir... je ne suis pas très au fait de ce qui se passe dans le conseil municipal de Grenoble, mais je pense qu'on s'approche aussi des échéances de 2020 et que peut-être des discussions sont engagées pour avoir une liste de rassemblement. En tout cas, je suis la moins bien placée pour en parler. Je pense qu'ils en parleraient mieux que moi. Mais Jérôme Safar, ce n'est pas une surprise. Il l'avait quand même annoncé ou en tout cas laissé entendre depuis déjà quelques temps. Cette recomposition politique aussi localement, ça vous inspire quoi ? On sait très bien qu'il y aura des combats difficiles au sein de la gauche pour éventuellement la présidence de la métropole. Les discussions, les rassemblements localement ou nationalement, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on voit très bien que si tout le monde part de façon éclatée, tout le monde perdra. Donc il y a un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Et en fait, au-delà des personnes qui représenteront demain à la fois la mairie de Grenoble et la métropole, c'est aussi les idées, les valeurs portées et le projet qui est le plus important. Donc je crois que ce travail est en train de se mettre en place. Et puis, il faut réussir. On réussit très bien à l'Assemblée, par exemple, à travailler avec les communistes.
On réussit très bien aussi localement sur certains sujets. Et puis, dès qu'on arrive dans les sphères des partis nationaux, ça ne marche plus. Donc, il y a un moment donné, il faut s'inspirer de la réussite du local ou de l'Assemblée nationale pour pouvoir la transposer au niveau Vous observez supérieur. Suffisamment la politique quand même pour vous rendre compte que c'est est-ce qu'on peut faire alliance avec le parti de gauche, la France Insoumise, ou est-ce qu'on fait d'autres alliances? C'est surtout cette question-là qui se pose. Bon, aujourd'hui, on est plutôt sur d'autres alliances. Après, les discussions ne font que commencer pour les échéances de 2020. Allez, on en vient à la crise des Gilets jaunes. Elle est partie du ras-le-bol fiscal au début, en novembre. De nombreux manifestants nous disent que ça n'est pas uniquement la faute de Macron, ce ras-le-bol fiscal. C'est bien aussi la faute des quinquennats précédents. Quand François Hollande est revenu sur la défiscalisation des heures supplémentaires, c'était une erreur? Moi, je ne pense pas que c'était une erreur. Bon, après, chacun peut trouver des arguments pour dire qu'il n'y a pas eu d'emplois créés. Si, il y a eu des emplois créés. Après, l'erreur était peut-être de la généraliser à l'ensemble des salariés, y compris aux salariés hospitaliers, etc. Donc, où là, on a eu un vrai problème. Il faut le reconnaître, avec un stock d'heures supplémentaires non payées, à récupérer, etc. Mais sur le principe même, moi, je pense que c'était plutôt une bonne chose. Bon, il faut aujourd'hui en tirer les leçons pour pouvoir adapter quand on fait une règle. Je suis bien placée pour savoir et pour dire assez régulièrement dans l'hémicycle que la règle générale doit pouvoir s'adapter à la fois au territoire ou aux configurations particulières. Et là, ça aurait probablement mérité d'être adapté notamment aux services publics. Alors, ça ne vient pas d'hier, ce mouvement. Oui, probablement, chacun doit en prendre sa part de responsabilité. Et dans la politique, je crois que la plus grande qualité, c'est l'humilité et se dire à un moment donné, on a pu se tromper. Vous dites c'est aussi notre faute à nous quand on était au pouvoir. Je pense que c'est la faute de nombre de responsables politiques et c'est pour ça que personne ne doit s'exonérer de cette situation. Mais elle a été, à mon avis, accentuée depuis 1 an et demi avec des mesures symboliques fortes, notamment la suppression de l'ISF, notamment l'exit tax, la flat tax. C'est quand même des mesures qui ont marqué en tout début de mandat une attention particulière aux citoyens les plus aisés. Et en contrepartie, on baissait dans le même temps la CSG pour les retraités, les APL, etc. Tout un nombre de mesures qui sont pas très bons. Voilà, donc c'était des signaux désastreux, à mon avis, en début de mandat, qu'on va payer pendant tout ce mandat-là, si on ne revient pas dessus. Et puis ensuite, donc il faut faire marche arrière sur ces questions-là. À mon avis, il faut faire marche arrière. D'ailleurs, nous avons proposé, à titre... le Parti socialiste a proposé un référendum sur le premier RIP, référendum d'initiative partagée, sur la suppression ou pas de l'ISF. Je crois que Le président de la République a dit qu'il n'était pas question d'y revenir. Oui, sauf qu'il faut 185 parlementaires pour pouvoir y accéder. Nous sommes pour l'instant 162. Donc, il y en manque assez peu. Et si on obtient le nombre de parlementaires suffisant, les Français décideront. Après, s'ils décident que cette suppression doit être conservée, très bien. Mais voilà, donc c'est une initiative que nous avons prise et je pense qu'elle est intéressante pour que chacun s'empare de cette question. Mais pour revenir sur le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est une colère, à mon avis, légitime qui est à écouter. Alors, l'erreur serait qu'on applaudisse tout ou qu'on rejette tout de cette colère cristallisée, cette agrégation des luttes qui se retrouve depuis le 17 novembre, chaque samedi, et entre les samedis, notamment sur les ronds-points. Le déclencheur, c'était la hausse du carburant. Bon, nous avions aussi fixé une trajectoire carbone. Donc, on ne peut pas dire... Voilà, donc moi je reconnais que sur la trajectoire carburant, je n'y suis pas opposée. Encore faut-il la cranter de manière, elle était beaucoup plus marquée dans les décisions qui ont été prises sur ce mandat que la trajectoire que nous avions prévue. Les Gilets jaunes ont dit on ne veut pas entendre parler de taxe carbone pour l'instant. Oui, mais pourquoi ? Si elle était plus modérée et qu'en contrepartie, la recette
qui était de ce prélèvement, qui était de 3,7 milliards, soit affecté à des mesures environnementales, c'est-à-dire une augmentation du chèque énergie, une augmentation très significative de la prime à la casse, parce qu'on ne peut pas demander à un smicard de changer sa voiture avec 2 000 € de prime. Enfin, faut être raisonnable. Si on avait également baissé la TVA sur les véhicules propres, il y a un certain nombre de mesures qui étaient des mesures d'accompagnement. Et là, qu'est-ce qu'on avait? C'était une recette de 3,7 milliards et un fléchage de à peine 23% de ces 3,7 milliards sur des mesures environnementales. C'est d'ailleurs ce que j'ai dénoncé dans la loi de finances, puisque j'étais rapporteur de la partie budget énergie. Et j'avais donc fait des propositions en ce sens, en disant très bien, mais alors faisons l'augmentation du chèque énergie, enfin, tout ce que je viens de dire. Ça a été balayé d'un revers de main en me disant que j'étais totalement irresponsable, que c'était insoutenable, que c'était infinançable. Et puis, 5 semaines après, François de Rugy proposait ces mesures-là. Donc, je lui ai demandé si tout d'un coup, elles étaient intelligentes, soutenables et finançables. Là, maintenant, en tout cas, avec le mouvement des Gilets jaunes, la taxe carbone a quand même du plomb dans l'aile. Je crois qu'on peut le dire. Le prix du baril a baissé, donc on est dans une conjoncture qui est plus favorable, et tant mieux, parce que ça permet aussi de pouvoir stabiliser ce prix. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Sur la fiscalité, voilà, il y a aussi le pouvoir d'achat qui a été pointé du doigt par les... Et puis il y a la TVA, la TVA sur les produits de première nécessité. La TVA, c'est un impôt qui est très injuste. Alors, il ne date pas d'hier, on est d'accord. Mais peut-être faut-il revoir cela et adapter la TVA sur les produits que tout le monde consomme. La TVA, c'est un des impôts qui rapporte le plus quand même en France. Comment est-ce qu'on compense? Eh bien, peut-être qu'il y a des produits où la TVA devrait être plus élevée. Peut-être des produits dont on peut se passer. Si on les achète, c'est qu'on a les moyens de se les payer et on payera davantage. Donc ça, c'est quand même une piste qui est intéressante et qui revient régulièrement dans les rencontres que j'ai avec les Gilets jaunes. Parmi les questions du pouvoir d'achat, il y a plusieurs revendications des Gilets jaunes. Il y a notamment le SMIC à 1 300 € net, pas de retraite en dessous de 1 200 €, un salaire maximum fixé à 15 000 €. Ça vous paraît... sans démagogie, ça vous paraît tenable, ce genre de proposition? En tout cas, ça me paraît raisonnable. Alors, tenable. Un salaire maximum. Un salaire maximum de 15 000 €. Parlons le minimum. Allons-y, commençons. 1 300 €. Bon, moi, j'ai fait le tour des ronds-points de ma circonscription à un moment, et j'avais prévenu un groupe de Gilets jaunes que je passerais tel jour. Donc, ils s'étaient réunis et on a fait un espèce de tour de table. Chacun m'a expliqué où il travaillait, combien il gagnait, comment il faisait. Je vous assure qu'on n'est pas très fiers quand même quand on repart de là. Aujourd'hui, gagner 1 200 € quand on travaille et qu'on doit faire les déplacements, parce que sur le plateau Mathésin ou à Bourdoisan ou sur le plateau du Vercors, les gens n'ont pas d'autres moyens de mobilité, même si on nous dit qu'il y a des transports en commun, qu'il y a la ligne Grenoble-Gap, on peut y revenir, mais on voit bien que quand même c'est assez précaire et qu'il faut conforter cela. Eh bien, la dernière semaine du mois, certains vont au Resto du Cœur. Mais est-ce que c'est aujourd'hui acceptable pour des gens qui travaillent? Donc 1 200 €, c'est trop bas. Plus personne ne peut vivre avec cela. Donc un minimum de 1 300 € me paraît absolument pas une hérésie et pas scandaleux. Après, le salaire le plus élevé, on ne maîtrise pas. Parce que on ne maîtrise pas, puisqu'on a des tas d'entreprises privées où les salaires sont exorbitants, mais ça relève du scandale. Enfin, quand on connaît les salaires de certains... Donc il faut faire une règle, le salaire doit être tant de fois, pas plus. Oui, c'est ce que nous avions proposé dans la loi Pacte. Qu'on ait espèce de fois 12, fois 20... c'est des bonnes idées, mais on n'a pas l'impression de sortir de 5 ans de François Hollande, du coup. On n'a pas l'impression de sortir d'un quinquennat socialiste. Vous étiez au pouvoir jusqu'à maintenant. Oui, mais on a quand même fait on n'a pas rien fait quand même tout de même. Moi, je veux bien assumer un mandat. Sur le SMIC il a été relevé quand on est arrivé. C'est la première chose qui a été faite quand même. Donc, dans les marqueurs, quand on arrive, c'est mieux de relever le SMIC que de supprimer l'ISF. En tout cas, je pense que c'est un marqueur un peu plus à gauche. Sur le grand débat national, alors vous le disiez, vous avez rencontré les Gilets jaunes sur votre 4e circonscription. Ce grand débat, avec des rencontres régulièrement, cette semaine encore, le chef de l'État était en Saône-et-Loire pour rencontrer des jeunes. Il s'en sort plutôt pas mal, Emmanuel Macron, non, dans ces rencontres? Oui, c'est un exercice dans lequel il est à l'aise.
Donc on a l'impression d'avoir un président en campagne. Ça effectivement fonctionne puisque sa popularité progresse. La cote de popularité a remonté, effectivement. Donc voilà, alors moi j'ai quand même une crainte, je suis absolument pas dupe sur l'exercice de communication qui est en train de se mettre en place, où on a un certain nombre d'élus, alors on a beau dire ils ne sont pas triés, etc., mais on a quand même les questions qui sont données à l'avance, dans les lycées, voilà, c'est quand même une organisation qui lui est plutôt favorable. Moi, ma crainte, c'est vraiment que ce tour de show successif n'aboutisse pas sur des vraies réformes qui sont attendues des Gilets jaunes. Donc on aurait là une désillusion très forte qui entraînerait une colère décuplée. Donc j'espère, et en tout cas c'est ce que je souhaite à la fois pour mon pays et pour surtout les personnes qui ont énormément de mal à vivre, ça puisse déboucher sur des vraies mesures. Et là, j'ai assez d'inquiétude quand même sur le résultat de tout ça. Mais attendons le 15 mars, puisque c'est le 15 mars qu'on commencera à travailler, j'espère, au Parlement sur une modification du fameux cap. Parce que quand on dit je vais entendre tous les Français, je vais discuter, mais qu'en même temps on dit je garde le cap et il est hors de question de revenir sur toutes les mesures qui ont été prises pendant 18 mois. Par contre, on peut revenir sur celles d'avant, il n'y a aucun problème, mais en tout cas pas les miennes. Ça commence assez mal. Et en tout cas, quand j'ai reçu, j'avais été à l'initiative d'une réunion sur le plateau Mathésin avec les Gilets jaunes et un certain nombre d'élus. C'est quand même cela, la première de leurs inquiétudes, c'est tout ça va servir à quoi? Est-ce qu'in fine, on sera entendu? Donc nous, on a trouvé qu'une autre méthode était meilleure, c'est-à-dire je les ai réunis, on a pendant 2h30 ils ont énoncé l'ensemble de leurs revendications, doléances, interrogations. Et ensuite, nous allions travailler par atelier, pouvoir d'achat, fiscalité, environnement, etc. Et là, ils ont pris l'initiative d'organiser une réunion avec un animateur à laquelle ils m'ont convié pour qu'à un niveau beaucoup plus large, pour que tout le monde puisse contribuer. Donc ça sera... une fois qu'on aura une série de bonnes idées. À la fin du mois. Mais il y a honnêtement des propositions intéressantes sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé, notamment sur la transition énergétique, parce qu'on dit les Gilets jaunes ne se préoccupent pas. C'est pas vrai. Moi, j'ai un certain nombre de propositions qui m'ont été remises avec des textes de loi et des propositions comme l'obsolescence programmée, comme des sujets tels que ceux-là. Et je pense qu'on peut en tirer aussi de futurs textes. Bon, les Français sont aussi assez sceptiques sur l'avenir des propositions qui sont faites. 64% sont sceptiques sur l'issue de ce grand débat national. Les revendications institutionnelles, revenons-y, on reviendra un petit peu sur l'écologie et les énergies renouvelables tout à l'heure, mais les revendications institutionnelles, vous évoquiez le RIP, le référendum d'initiative partagée. Qui existe aujourd'hui. Et les Gilets jaunes, ils veulent un RIC, un référendum citoyenne. Oui, parce qu'en fait, le RIP, il peut être mis en place, je vous le disais tout à l'heure. À l'origine des parlementaires. S'il y a 185 parlementaires qui le demandent. Le RIC, c'est à l'initiative des citoyens. Et ensuite, il faut 4,5 millions de citoyens derrière les parlementaires. Donc, ce ne sont pas que des parlementaires. Le Donc, RIC, il n'a pas votre assentiment? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut peut-être pas faire, c'est ce que je leur ai dit d'ailleurs, qu'on peut peut-être pas faire de RIC sur tout sans arrêt, parce que là, on serait dans une inertie parlementaire et législative qui ne permettrait pas ni de mettre en place des mesures, ni d'avancer. Par contre, sur les plus radicaux demandent carrément un référendum qui puisse être révocatoire, où on puisse demander la révocation des élus en place. Oui, après, les élus, ils sont en place parce qu'ils ont été élus. Donc, à un moment donné, il faut aussi, si on n'est pas d'accord, il faut aller voter. Et il faut. Mais vous savez bien que c'est cette question de la représentativité élective qui est aussi remise en cause par certains Gilets jaunes. Oui, par certains Gilets jaunes. Alors, c'est pas en tout cas, moi, je ne l'ai pas relevé comme étant un consensus entre eux. Mais par contre, le RIC, pourquoi pas sur des sujets majeurs et importants, que ça vienne d'un nombre de citoyens à la place d'un nombre de parlementaires et de citoyens, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas opposée au RIC.
Mais il ne faut pas que ce soit de manière permanente et continue, parce que là... On semble se diriger vers un référendum. A priori, le président de la République n'y est pas hostile, il y réfléchit en tout cas. Pas sur l'ISF en tout cas. Alors, est-ce que vous n'avez pas la crainte que ce référendum qu'on nous prépare soit uniquement, finalement, sur des questions institutionnelles qui étaient plus ou moins dans les tuyaux déjà? Oui, on avait démarré la réforme constitutionnelle juste au moment de l'affaire Benalla et tout ça a été coupé court, mais c'est effectivement dans les tuyaux. Ça devait être remis sur la table du Parlement en début d'année. Ça a été à nouveau reporté, mais nous l'aurons de toute façon cette année. Oui, moi j'ai effectivement la crainte que le seul référendum qui sera proposé par le président de la République, ce sera le référendum sur le nombre d'élus, la suppression de parlementaires, etc. Et je crois que la crise que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement une crise du nombre de parlementaires. Il faut être extrêmement vigilant sur ce qui va être proposé demain. Bon, moi, je prends le cas de ma circonscription, qui est quand même le cas un peu particulier de d'Isère, qui représente presque un tiers du département en superficie, avec 115 000 habitants. Il faudra demain 250 000 habitants. Je vous laisse imaginer l'étendue de la circonscription et la capacité aux parlementaires d'être sur le terrain demain. Alors après, on veut peut-être des parlementaires qui ne soient qu'à Paris. Alors, il y en a un certain nombre déjà. Mais moi, je ne conçois pas du tout ma fonction en étant enfermé dans l'hémicycle toute l'année à écrire des lois. Donc l'idée qui consiste à dire qu'il faut moins de députés, moins de sénateurs, pour vous, elle est démagogique? Oui, elle est totalement démagogique, mais je ne suis pas contre en supprimer. On peut réduire, sauf que si seul le critère démographique est utilisé, on va vers une inégalité des citoyens et de la représentation des citoyens. À Paris, il y a, je ne sais plus, 27 ou 28 parlementaires. Honnêtement, s'il y en a à la moitié, c'est peut-être pas un vrai problème. Donc attention de ne pas déshabiller les territoires ruraux. Non, en gros, c'est très regroupé, alors qu'en territoire rural ou de montagne, en particulièrement la montagne, la représentativité sera évidemment réduite. Donc il faut faire attention de ne pas considérer que le problème, c'est le nombre d'élus. Moi, je pense que les élus peuvent être aussi la solution. Bon, la deuxième critique qui est faite, c'est les élus, ils se cooptent entre eux, c'est toujours les mêmes, et ils gagnent trop bien leur vie. Oui, alors c'est le grand débat on l'entend beaucoup. Des avantages, etc. Beaucoup. Bon, moi, je rappelle que pendant le mandat précédent, on a fortement réduit un certain nombre, entre guillemets, d'avantages qui pouvaient y avoir, qu'en début de ce mandat, ça a été également poursuivi, qu'un parlementaire gagne à peu près la moitié ou un tiers d'un haut fonctionnaire. Donc, c'est pas seulement les parlementaires. Si on le compare au SMICAR dont vous parliez tout à l'heure. Non, mais je suis d'accord qu'on gagne bien notre vie, on ne va pas se plaindre. En même temps, les heures de travail qui sont effectuées sont... Enfin, j'ai jamais été autant au Parlement que pendant ce mandat et je ne faisais pas partie des personnes qui n'y étaient pas dans le mandat précédent parce qu'on a une affluence de lois où on siège nuit et jour, du lundi quasiment au vendredi et où on a du mal à rentrer dans les circonscriptions. Donc il y a aussi cette organisation à revoir où il faut que les parlementaires puissent être à la fois à Paris efficacement mais aussi pouvoir être sur le terrain. Tout ça sera mis effectivement sur la table. Moi, je suis tout à fait transparente. Quand on me le demande, je donne ma fiche de paye, les gens l'analysent, et on sort un peu de cette idée où les parlementaires gagnent 20 000 euros. Parce que ça aussi, on l'entend, alors que c'est la somme qui est attribuée à un parlementaire pour payer ses collaborateurs, qui sont payés d'ailleurs par l'Assemblée. Donc ça ne transite pas par le parlementaire. Finalement, on voit quand même beaucoup de remises en question des élus. Est-ce que vous pensez que ces remises en question, elles sont instrumentalisées politiquement ? Bon, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire cela. Le chef de l'État a dit il y a 2 semaines, aujourd'hui, les gilets jaunes qui restent, ils sont très très minoritaires finalement, et c'est un peu la gauchosphère. Non, je pense qu'ils ne sont pas très minoritaires. Ils sont peut-être minoritaires à se déplacer sur le terrain, mais pour discuter avec beaucoup de monde, je pense qu'ils ne sont pas. Ils se trompent. Ils ne sont pas minoritaires. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas à ces débats, d'ailleurs ils n'y sont pas invités. Quand nous on les invite, ils sont là. Et c'est aussi des tranches de population très diverses. Ça peut aller du retraité qui gagne bien sa vie. Moi j'ai eu ça sur les ronds-points et qui m'a dit mais nous on est là parce que ce n'est pas acceptable la vie qu'ils ont.
Et d'ailleurs, donc on est des nantis, on vient les aider. Près de 2 Français sur 3 cette semaine, 64% continuent de soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est révélateur du malaise qu'il y a dans notre pays. On a des retraités très âgés qui s'arrêtent sur les ronds-points et qui disent aux Gilets jaunes, nous, on ne peut pas venir vous aider parce qu'on n'a plus la forme physique pour le faire, mais on vous amène à manger, mais on vous donne ça parce qu'on a besoin de vous, continuez, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Et donc, je crois que ce soutien est vraiment fort. Vous me disiez tout à l'heure, il faut impérativement qu'il en sorte quelque chose et que Emmanuel Macron change de paradigme, en gros, et annonce des vraies décisions. Mais on sait que les marges de manœuvre financières de l'État sont très, très limitées. La Cour des comptes l'a rappelé cette semaine. Les finances publiques sont fragiles, a dit la Cour des comptes, fragilisées par les mesures annoncées face au mouvement des Gilets jaunes. Alors, la marge de manœuvre, elles sont fragilisées parce qu'effectivement, on a, par rapport au budget que nous avons voté, avec le taux de désendettement et le taux de croissance prévisible, qui d'ailleurs, le taux de croissance ne sera pas celui qui a été prévu, parce que je crois que c'était un 1,8. Et à mon avis, on sera plus près de 1,3, 1,4. En tout cas, tous les économistes le disent. Ce sera encore plus difficile que prévu. Donc. Voilà. Et donc aujourd'hui, les 11 milliards qui ont été mis sur la table, sur lesquels je ne reviens pas parce que c'était le minimum qu'on puisse faire, parce que c'est quand même... Comment on les finance? C'est quand même le vrai minimum, parce que quand on voit que les 100 euros de plus, ils iront quand même pas chez tout le monde. La Cour des comptes dit de toute façon, c'est déjà déraisonnable. Oui, mais la Cour des comptes, vous savez que son rôle, c'est chaque année de nous mettre face... au déficit public, de faire peser sur l'ensemble des mesures qui sont prises l'alerte sur ce déficit et finalement de se dire il n'y a qu'une solution, c'est réduire les services publics. Je ne peux absolument pas défendre ce genre de propos. Donc il y a une répartition. Donc on continue de faire du déficit. Non, mais je crois qu'il faut mettre tout sur la table, la question de la fiscalité, de manière générale. Il y a énormément de fiscalité, on ne sait plus qui paye quoi, il y a des niches fiscales, plus etc. fiscalisé au monde. Voilà. Et surtout, pas forcément toujours de la manière la plus juste. Donc je crois qu'il y a vraiment besoin de mettre tout sur la table, sur la question de la fiscalité. Et ce n'est pas des mesures forcément qui ont été prises là tout de suite, mais qui sont depuis un certain nombre d'années. Et puis de se reposer les vraies questions. Est-ce que ça, c'est un impôt juste? Est-ce que l'on taxe de manière la plus équitable possible ce citoyen et celui-ci qui ont des écarts de salaire énormes? Et voilà, donc ça, on revoit l'organisation de la fiscalité. Première chose pour vous, qu'il faut pas faire. Question de faire des économies, pas question de revoir le poids de la fonction publique, par exemple. La fonction publique, c'est quoi? Ce sont les hôpitaux. 5,5 millions de fonctionnaires en France. Est-ce que vous voulez être moins bien soigné en France? Aujourd'hui, les hôpitaux manquent de personnel. On va quand même pas encore en réduire. Évidemment, on prend à chaque fois les hôpitaux, les instituteurs et les policiers. Oui, mais c'est quoi le service public? Madame la députée, en France, 88 fonctionnaires pour 1000 habitants. En Espagne, 58. En Allemagne, 55. Est-ce qu'on est moins bien soigné en Allemagne qu'en France? Peut-être. Je ne suis pas sûr. Enfin, si on regarde en tout cas la durée de vie, je ne suis pas sûr que je ne suis pas allée me faire soigner en Allemagne, mais je sais qu'en Allemagne, tout n'est pas pris en charge. Donc il y a une inégalité devant l'accès aux soins. Donc la fonction publique. Donc moi, je ne veux pas d'inégalité devant l'accès aux soins. La fonction publique est à préserver. C'est ce qui rend équitable pour tous les citoyens. Donc il y a des efforts à faire ailleurs, mais il y a les 3 services que vous évoquez, la santé, l'éducation et la sécurité sont les 3 à préserver. Ensuite, on a des marges de manœuvre ailleurs. Il faut y travailler. Allez, on avance vite. Juste une parenthèse, j'évoquais la Cour des comptes. Le premier président, c'est Didier Migaud. C'était le député de votre circonscription. Vous étiez sa suppléante, vous lui avez succédé, vous le connaissez parfaitement bien. Son mandat de 9 ans arrive à échéance à la Cour des comptes. Il avait été nommé par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. On l'évoque au Conseil constitutionnel. Oui, c'est une possibilité. On en entend parler depuis quelques temps. Bon, effectivement, son mandat doit se finir, je pense, à la fin de l'année ou dans les mois qui viennent. Donc, les Gilets jaunes ne vont pas parler de recyclage, là? C'est un risque? C'est un risque aussi. La loi anti-casseurs, rapidement, cette semaine, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Vous avez voté contre? Oui, elle a été votée difficilement, d'ailleurs, par la majorité, qui a quand même été un peu éclatée. Une cinquantaine de députés En Marche qui ne l'ont pas voté. Enfin, qui se sont abstenus, pardon. Qui se sont abstenus et un certain nombre qui ne sont pas venus. Donc si vous rajoutez
tout cela, c'est quand même, pour la majorité elle-même, un questionnement qu'elle doit avoir. Parce que cette loi, il y a des mesures qui me semblent tout à fait anticonstitutionnelles dedans. Et les autres mesures seront-elles plus efficaces que les mesures de la loi de 2010 où le délit a été instauré sur la préparation de violences, etc., qui existe déjà. Aujourd'hui, on essaye de transférer au pouvoir administratif ce qui était dévolu au pouvoir judiciaire hier. Donc, les préfets plutôt que les juges. Je pense que ce n'est pas une bonne formule, même si on peut penser quand même que sous notre régime, il n'y aura pas de dérive, mais on ne sait pas sous quel régime on sera demain. Et ces dérives-là inquiètent. Et elles ont d'ailleurs inquiété beaucoup dans leur rang, pour en avoir discuté avec nombre de mes collègues. Donc je pense que cette loi, elle est plus une loi anti-manifestation qu'anti-casseurs. Je cautionne absolument pas et je dénonce toutes les violences qui sont faites à l'issue des manifestations. Mais je mets quand même, je fais vraiment le distinguo entre les gilets jaunes et les casseurs, qui, à mon avis, n'ont absolument rien à voir avec les gilets jaunes, en tout cas dans nombre de cas, voire la quasi-totalité. Il nous reste quelques minutes. Évidemment, on a parlé d'énergie renouvelable et de transition écologique tout à l'heure. Votre grand sujet depuis plusieurs mois, c'est la privatisation des barrages. Le gouvernement s'apprête à ouvrir au privé la gestion des barrages. Ce n'est pas spécifiquement ce gouvernement, puisque la question était déjà posée sous le quinquennat Hollande. Et sous le précédent. Et sous le précédent, effectivement, puisque la Commission nous met en demeure depuis 2015, je crois. 2012. 2009. 2009. Donc d'ouvrir nos barrages à la concurrence. On en est où ? Alors, on en est... alors, vous dites c'est pas le premier gouvernement, c'est quand même le premier gouvernement qui l'affiche de manière très claire. C'est-à-dire, on ne pourra pas dire toujours non à la Commission européenne, donc nous engageons la mise en concurrence. Et donc, en février 2018, un courrier a été envoyé à la Commission pour dire nous allons mettre les 150 premiers barrages en concurrence. Le mandat précédent, je tiens à préciser que, parce que quand vous dites c'est il y a quelques mois que je m'en préoccupe, non, c'est il y a 5 ans, 6 ans. C'était en 2013 que j'ai commencé. Et donc, pendant tout le mandat précédent, les ministres successifs se sont mobilisés pour convaincre la Commission européenne de ne pas les contraindre à mettre en concurrence. C'est pas tout à fait ce qu'on fait quasiment tous les pays européens. D'ailleurs, on serait les seuls. On serait les seuls. Donc, la question de la réciprocité est effectivement une question qui, pour moi, est irrévocable. Donc, j'ai rendez-vous avec le ministre de Rugy le 6 mars pour parler de ce sujet-là. Et je continue évidemment ce combat. Je pense que ça peut faire aussi l'objet de la campagne des européennes. Il faut qu'on sache, nos candidats des différents partis, qu'est-ce qu'ils comptent faire sur ce sujet-là, comment ils comptent demain porter ce combat à la Commission européenne. Je pense que l'ensemble des pays aujourd'hui... Enfin, on attend les résultats des élections européennes, mais je pense qu'on peut avoir aussi une modification de l'Europe, et c'est souhaitable d'ailleurs qu'elle soit plus sociale, plus solidaire, mais aussi qu'elle laisse un peu de liberté, de marge de manœuvre au pays sur les sujets stratégiques. Mais en quoi ce serait dangereux finalement que les barrages qui sont aujourd'hui gérés par EDF, pour la plupart en France, soient ouverts à la concurrence ? C'est pas forcément dangereux. C'est d'abord inéquitable, pour la question de la réciprocité que j'évoquais tout à l'heure. Donc on serait les seuls, les Français, à ouvrir à la concurrence. Ça va entraîner irrémédiablement une augmentation des coûts. Je l'ai démontré dans le précédent rapport que j'ai commis. Donc c'est déjà ces deux raisons. Voilà. Ensuite, on a une question de stratégie énergétique aujourd'hui. On a une loi de transition, on a les accords de Paris qui sont des accords ambitieux. Une production, enfin une montée en puissance des ENR, une réduction du nucléaire, ça peut se faire seulement avec un outil de stockage sûr, qu'est l'hydroélectricité, et dont on a la maîtrise. Demain, et ça me paraît relever plus du service public que du service marchand. Et en plus, l'hydroélectricité, c'est pas seulement de la production d'énergie, c'est aussi la gestion de l'eau et des usages de l'eau. C'est vrai, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle beaucoup de solaire, on parle d'éolien, et assez peu d'hydroélectricité. On oublie que l'hydroélectricité... Parce qu'on vit avec, pourtant, et c'est quand même la plus belle et la plus grosse. Et c'est les 2 tiers, voilà, c'est les 2 tiers des énergies renouvelables qui viennent de nos barrages, finalement. Voilà. Donc, elle est, à mon avis, à sanctuariser dans le domaine le plus public possible. Et c'est le combat que je mène et que je continuerai à mener. Et vous rencontrerez le ministre de Rugy dans quelques jours. On dit que c'est plutôt tendu, les relations avec lui, non ?
C'est pas facile. Surtout que j'ai des positions qui Pourtant, sont il est écologiste. totalement différentes avec lui. C'est pour ça Il était écologiste, il était pardon. écologique et il portait un peu ce combat-là. Donc aujourd'hui, le retour en arrière est quand même un peu Ça va être surprenant. Ça va être tendu. C'est pas grave. Il faut pouvoir porter ce en quoi on croit vraiment. Et donc, je le ferai. Et il le sait. Je lui dis jusqu'au bout, je serai en face de toi. Marie-Noëlle Battistel, merci beaucoup. Merci d'avoir à été vous. avec nous. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour le supplément, le bonus du Récap Info et la semaine prochaine, bien sûr, avec de nouveaux invités.